Pour celles et ceux que je n'ai pas croisés, je me présente. Je suis Stéphane Naïrel, le directeur associé de l'agence API. Et c'est un vrai plaisir de faire l'introduction de ce pitch qui va vous être présenté par EY et EBG sur la transformation digitale au sein des organisations. Alors pour plusieurs raisons. La première, quand on parle contenu, forcément à l'agence API, ça parle. Et donc il était normal que l'on vienne ici faire cette introduction. La deuxième, c'est qu'on va avoir en avant-première, avant nos amis parisiens, cette présentation du livre blanc. Et là, ça fait plaisir. Et la troisième, c'est qu'effectivement, depuis 3 ans où on fait Digital Change, dans la préparation des ateliers que vous avez pu déjà vivre, il y a des moments forts avec les dirigeants d'entreprise qui préparent cette transformation numérique, qui nous en parlent. Et on voit souvent que la transformation numérique va beaucoup plus loin et qu'on va sur une transformation même en termes de management, en termes d'organisation dans les entreprises. Et c'est exactement ce que vont vous présenter Vincent Bouteau de la société de EY et également Alban de l'Épinay de chez EY avec EBG qui est leur partenaire sur ce livre blanc. Je leur passe le micro, je leur souhaite un bon pitch. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Merci. à tous. Donc effectivement, Alban de l'Épinay à DY Consulting à Nantes. J'ai le plaisir de vous présenter donc Vincent Bouteau. Vincent pilote les équipes de stratégie digitale chez EY et à ce titre a animé la rédaction du livre blanc EY EBG sur la transformation digitale. Quel nouveau mode de management pour accélérer la transformation digitale? Donc première question, Vincent, pourquoi cet angle d'attaque? Alors pourquoi cet angle d'attaque Effectivement, la transformation des entreprises, c'est quelque chose qui est en permanence en évolution. C'est quelque chose qui est difficile. Et aujourd'hui, tout le monde parle de transformation digitale. Alors est-ce que c'est une transformation différente des autres? Est-ce que c'est... Et alors, on pense que oui, et c'est pour ça qu'on a fait ce livre blanc sur la transformation digitale. En quoi c'est différent? On l'a juste schématisé sur ce petit graphe. En fait, on se rend compte que les technologies, elles évoluent très rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moore. La loi de Moore, c'est une loi qui prédit, je dirais, les possibilités offertes par notamment les microprocesseurs. Et c'est exponentiel. La courbe de croissance est exponentielle. Ça va très très vite. Aujourd'hui, la technologie nous permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Et en fait, ça a des impacts majeurs sur les organisations. Et ce qui a du mal à suivre, en fait, notamment pour les grandes organisations, c'est le côté managérial, le côté humain. C'est comment on s'adapte, comment on adapte nos réseaux commerciaux, comment on adapte nos façons de produire, comment on adapte nos façons de travailler. Et donc le gros enjeu de la transformation digitale, c'est bien ça. C'est de combler ce tech gap, toutes les opportunités qui sont offertes, comment on suit derrière. Et un des points, on va le voir tout à l'heure, c'est aussi de travailler avec les startups. Et d'avoir cette vision-là, ça permet de rationaliser un petit peu les choses. C'est-à-dire que les startups, elles ont beaucoup moins de problèmes organisationnels, beaucoup moins de legacy. Et donc pour elles, dans un certain nombre de cas, c'est très facile de se saisir de ces opportunités. Et donc, elles arrivent, et c'est une énorme opportunité en fait pour, je dirais, l'activité économique, ces innovations digitales pour les startups, parce qu'elles peuvent s'affranchir de ces difficultés. Et puis pour les autres, pour les entreprises qui sont déjà installées, eh ben, c'est un gros challenge d'essayer effectivement d'adapter son organisation. Voilà. Effectivement, on est, je pense, là 100% dans quelque part le sujet du digital change, hein, dont le choix éditorial est bien d'avancer sur les thématiques d'usage, de pratique de management et pas de temps sur, je dirais, la technologie. Et c'est ça qui était intéressant. Juste quelques mots pour introduire en fait, voilà, l'étude qui a été menée sur le dernier trimestre 2018. À la fois un volet qualitatif avec une quinzaine d'interviews, voilà, de grands groupes français de tout secteur d'activité qui ont été donc menés avec le BG, mais également, et ça c'est intéressant, et c'est des chiffres qu'on va partager avec vous, un volet quantitatif avec quasiment 500 entreprises de toute taille, dont je crois quasiment un tiers ont moins de 500 collaborateurs, donc vraiment des entreprises de taille intermédiaire, sur leur maturité sur cette transformation digitale. Et c'est un certain nombre de chiffres justement sur ce volet quanti qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être premier chiffre, Vincent, qu'on met en avant là ce matin.
Oui, alors premier chiffre, donc ça répond en fait à un petit peu le rationnel qui nous a poussé à faire cette étude avec le BG. Hein. C'est effectivement un enjeu de transformation majeur pour les entreprises. Donc elles nous l'ont confirmé. Aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises sont engagées dans une transformation. La plupart d'ailleurs appellent ça une transformation digitale, avec, c'est vrai, des réalités assez différentes derrière ces transformations digitales. Mais je dirais la plupart des entreprises sont engagées dans cette transformation. Et en fait, elles insistent. Quand on les interroge, on leur dit c'est quoi votre difficulté, votre première difficulté pour mener à bien ces transformations. Elles disent effectivement c'est un enjeu managérial, c'est une transformation humaine, c'est une transformation des savoir-faire, c'est une transformation des façons de travailler qui sont les enjeux les plus forts. Donc je dirais qu'au niveau quantitatif, on a retrouvé effectivement cette intuition et voilà. Il y a un mot qui m'a plu à la lecture de l'étude, c'est qu'on n'est plus, alors je ne sais plus quelle entreprise, quel CDO a dit ça, mais c'est dans les verbatim, on n'est plus à l'ère du terrorisme digital. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On n'est plus à l'ère du terrorisme digital, et quelque part la question que je te pose, Vincent, c'est quelles sont les thématiques, est-ce qu'il y a une rationalisation, quelles sont les thématiques mises en avant sur l'actualité de la transformation digitale aujourd'hui, donc en 2019? Alors oui, tout à fait. Alors en fait, effectivement, le digital, c'est un mot qui est quand même un peu galvaudé. Il y a des réalités très différentes derrière. Hein, donc, donc effectivement, pendant un certain temps, le terrorisme digital, ce qu'a voulu dire la personne, c'est de dire il faut absolument communiquer autour du digital. Il faut absolument dire que nous aussi, on conduit notre transformation digitale, quelle que soit la réalité qu'il peut y avoir derrière. On est un peu dans une logique, à une époque, on parlait du greenwashing. Donc on prend un certain nombre de projets, puis on va leur coller du green, et on va dire bah, nous aussi on fait du green. On était un peu dans cette logique-là. Ce qu'on a trouvé en fait dans les interviews et dans les questionnaires, c'est que les gens arrivent à mieux rationaliser ce qu'on entend par transformation digitale. Ils arrivent à mieux rationaliser aussi les enjeux business qu'il y a derrière cette transformation digitale. Et donc on les a interrogés un peu sur c'est quoi les enjeux business effectivement. Et en fait, ce qui ressort, et je ne pense pas que ça va vous surprendre, c'est que c'est avant tout des enjeux top line, hein, des enjeux tournés vers le client, vers la chiffre d'affaires. Pour 65% des entreprises, l'enjeu, c'est un enjeu, je dirais, de conserver ma relation avec le client, c'est éventuellement de développer des nouveaux produits, c'est d'utiliser les nouveaux canaux de vente. Aujourd'hui, dans beaucoup de marchés, B2C, même B2B, on a des nouveaux canaux qui se développent, on a des marketplaces, on a Amazon, on a tout un tas de canaux. Donc c'est comment on fait pour aller sur ces canaux. Dans une moindre mesure, c'est comment on fait aussi pour adapter notre existant. C'est-à-dire si je développe du e-commerce, mais qu'est-ce que je fais de mes réseaux d'agences? Comment ils s'adaptent? Comment je commissionne mes vendeurs? Voilà, donc toutes ces questions-là autour de la top line, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Alors après, ça dépend aussi un petit peu des profils des entreprises. Il y a des profils d'entreprises qui sont très B2B, qui vont peut-être avoir moins d'emphase sur cette partie top line et qui vont être par contre plus préoccupés par le deuxième point qui est l'efficience opérationnelle, la performance opérationnelle. Donc un sujet sur les coûts, sur les processus, un sujet aussi sur la qualité. Il faut savoir qu'il y a énormément d'outils digitaux qui permettent d'améliorer la qualité et donc de rebondir sur les coûts. On va pouvoir réduire les déchets, on va pouvoir réduire les rebuts, on va pouvoir faire tout un tas de choses de ce type-là. Et donc, effectivement, on a aussi quand même beaucoup d'enjeux autour de l'efficience opérationnelle, cette capacité effectivement à produire, à porter nos produits, notre valeur ajoutée vers le marché, à le faire mieux, à le faire de manière plus efficace, à le faire de manière plus qualitative. C'est un enjeu majeur du digital. Et le dernier point, qui est un petit peu, je vais en parler, qui est un petit peu minoré là, mais en fait c'est quand même aussi quelque chose de très important et qui est mis en avant indépendamment du business, je dirais, c'est de transformer aussi les collaborateurs. Il faut savoir que la transformation digitale, c'est beaucoup d'opportunités pour créer des nouvelles choses, mais c'est aussi adapter l'organisation existante. Et parfois, on a un peu de mal, je dirais, à avoir une vision à 2 ans, 3 ans de comment va évoluer mon réseau de vente, comment va évoluer mon réseau d'agence, comment va évoluer, etc. On ne sait pas exactement, et puis si on le fait trop brutalement, eh ben, ça peut mener à la catastrophe. Par contre, on peut travailler sur la résilience de ces actifs. Et une des choses qui peut être faite, c'est justement de commencer à former, à sensibiliser les collaborateurs.
de manière complètement transversale et ça va donner plus de résilience, plus de flexibilité, de capacité d'adaptation de l'organisation et c'est un objectif business en soi. Il n'est pas forcément toujours exprimé de cette manière-là, mais c'est aussi un objectif business en soi qui est très important. Ok. Merci. Alors moi, juste un point, moi je trouve sur la partie terrorisme digital qui reste peut-être, c'est quand même sur le sujet de la data. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais souvent, nous on observe que le sujet de la data, qu'importe de savoir ce qu'on va en faire, c'est un enjeu prioritaire. Il faut la collecter, il faut la structurer. On verra demain l'usage qu'on en fera, mais ça reste encore tout à fait d'actualité aujourd'hui. Une autre phrase là, que j'ai trouvée intéressante dans cette étude, pour le coup, je me rappelle, je crois que c'est le VP Digital Transformation chez Michelin qui mettait en avant le fait qu'on n'est pas tant sur un sujet de management, mais avant tout sur un sujet de leadership. Donc quelques mots là sur quelques enseignements sur cette partie plus gouvernance de la transformation digitale. Oui, alors c'est effectivement un sujet majeur. C'est que, et alors là, on va rentrer un petit peu dans les pratiques observées. Hein. On a vu un peu les enjeux business, on a vu, je dirais, le besoin d'adapter l'organisation aux opportunités. Et là, maintenant, comment on fait? Donc la première chose, le premier levier, c'est d'avoir effectivement un pilotage. Et le pilotage, en fait, ce qu'on observe quand les gens nous répondent, c'est que le pilotage, il doit avoir lieu au niveau de la DG. C'est vraiment un pilotage de l'ensemble de l'entreprise, à la fois pour activer les nouveaux leviers et à la fois pour adapter le reste de l'organisation aux nouveaux enjeux. Et donc cette transformation, elle est majeure et donc elle doit se faire au niveau de l'entreprise, au niveau de la direction de l'entreprise. Alors en fait, après, il y a des réalités différentes. C'est-à-dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont très sensibilisés, qui ont un parcours professionnel, qui ont une sensibilité. Et donc pour eux, c'est facile. Naturellement, ils ont envie de faire de la veille. Ils ont dans leur réseau des gens qui vont leur dire « t'as pensé à ça, t'as vu ça, etc. » Donc naturellement, ils vont arriver à formaliser leur vision, etc. Il y en a d'autres, c'est plus difficile. Ils voient qu'il y a une grande complexité, donc ils vont nommer un CDO et puis ils vont dire « bon, bah, vas-y, dis-moi, la transformation digitale, c'est lui ». Et là, en fait, c'est un petit peu de difficulté. Donc on voit des pratiques de ce qu'on appelle de reverse mentoring, de sensibilisation aussi de l'équipe dirigeante pour qu'elle soit bien au fait des technos, bien au fait des sujets et qu'elle puisse impulser cette vision-là. Parce que c'est pas facile, il y a vraiment un changement de culture au niveau des dirigeants. C'est pas donné toujours à tout le monde, mais voilà. Je pense qu'il faut retenir que ça doit être piloté au niveau de la DG, que même la DG, elle a aussi peut-être des outils, des moyens managériaux pour être... alors peut-être elle n'en a pas besoin si elle a son parcours, mais elle peut avoir besoin. Voilà. Après, il y a un deuxième outil, alors peut-être on va y revenir un petit peu après, c'est ces leviers digitaux, c'est des nouvelles capabilities, c'est des nouveaux savoir-faire, c'est des outils. On va essayer de les mutualiser. On va essayer d'identifier peut-être les 2-3 leviers un peu clés qu'il faut... voilà. Et donc ça, c'est aussi une décision de direction générale. C'est-à-dire, voilà, nous, notre enjeu, c'est d'être capable de développer de la data. Donc il va falloir qu'on développe une plateforme data analytics, c'est d'être capable de développer des applis. Il va falloir qu'on se dote de ça. Donc là, il y a un enjeu aussi d'impulsion et donc de mutualisation. C'est ce qui est ressorti des entretiens. On va voir après un petit peu comment appréhender ce sujet-là. Et il y a un dernier sujet en fait au niveau du pilotage qui est un peu plus classique, c'est comment je pilote un projet de portefeuille de projet. Et là, en fait, il peut y avoir des outils, il peut y avoir des façons de faire. C'est comment je pilote ce projet et de manière très transversale. Parce que voilà, ces projets-là questionnent souvent l'organisation existante. Donc, ça fait partie aussi de ces questions de pilotage et de leadership. L'impulsion, de l'outillage et puis une vision peut-être des grands besoins, de nouvelles capacités qu'il faut acquérir. Et puis le dernier point, c'est voir nos actifs à nous, ceux qui vont devoir bouger. Tout ça, ça fait partie de la vision qu'il faut impulser et qu'on va formaliser plus ou moins. On n'est pas obligé d'avoir une vision très détaillée, mais sur tous ces sujets, il faut avoir des idées, des scénarios pour pouvoir impulser un mouvement et engager la dynamique. Effectivement, donc le digital, la transformation digitale, en haut de la pile de l'agenda de nombreux dirigeants.
Après, on en parlait, mais ne serait-ce qu'il y a un quart d'heure là sur le stand où j'avais une discussion sur que mettre en fait à l'agenda, que mettre au portefeuille, quelles sont les priorités, parce que la transformation digitale, elle est holistique, elle est globale, elle est transversale sur toute la chaîne de valeur, et donc une des complexités, c'est de savoir sur quel levier agir pour justement accélérer dans son contexte, sur son marché, avec sa culture, tirer profit du digital. Et donc là, on a quelques enseignements justement sur les leviers de transformation digitale mis en avant par les répondants à cette enquête. Tout à fait. Et alors, donc là, effectivement, c'est chaque entreprise qui a ses propres leviers, mais nous, donc, dans le portefeuille de gens qu'on a interrogés, ce qui ressort le plus, c'est ce que couramment, d'ailleurs, on appelle le digital, hein, c'est le développement du web, des applications, et typiquement, et ça, c'est ce qui fait l'objet, éventuellement, de développer des digital factories, des plateformes, donc un savoir-faire, éventuellement des outils, pour développer des projets autour de ces nouvelles technologies, de manière un peu, si vous voulez, avec du volume. Je vous prends un exemple, dans l'assurance, on va avoir la vision, on va dire, nous, maintenant, il faut se développer en self-care. Il faut qu'on soit capable d'apporter énormément de services à nos clients pour qu'eux-mêmes puissent agir sur leur compte en banque, leurs fonctionnalités, etc. Ça veut dire qu'on va devoir développer énormément d'applications dans la durée pour avoir les bons sujets, etc. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dote effectivement de capacités, d'une espèce d'usine à développer des applications, du web, etc. Donc c'est typiquement, voilà, c'est la première réflexion, c'est voilà, c'est quoi les grands enjeux, voilà. Et après, je développe une Digital Factory qui a un objectif bien précis. Digital Factory, c'est une factory, donc il faut que le produit à la fin, on sache à peu près ce que c'est. Parce que sinon, on piétine dans cette logique de plateforme. Il faut qu'on ait suffisamment de vision pour qu'on sache quand même que notre factory, qu'est-ce qu'elle doit produire. Si c'est trop vague, si c'est multi-compétences, si le produit finit, là, c'est un peu plus compliqué. Deuxième sujet, en fait, qui ressort, c'est la donnée. Tu en as parlé, Alban. Effectivement, la donnée, elle est au cœur de la transformation digitale et on doit s'outiller pour la collecter, pour l'analyser, pour la mettre à disposition des processus de décision. Tout ça, c'est un travail aussi et qui doit faire l'objet de transversalité, qui doit faire l'objet voilà. Et le troisième sujet, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, et je crois qu'il y a un tuto qui va être fait par Luc Declercq cet après-midi sur le sujet. C'est l'innovation, et notamment l'innovation avec les startups. On a vu tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu le rationnel. Dans le tech gap, vous savez, la technologie, on peut tout faire, et les organisations, elles ont du mal à suivre. Les startups, elles n'ont pas ce problème. Donc elles peuvent se saisir de la technologie, les mettre dans le bon contexte et proposer des choses. Ça peut être une façon pour des organisations existantes, en travaillant avec les startups, de combler le tech gap. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui nous disent, moi, il faut que je développe une plateforme au service de tous mes business pour aller chercher effectivement les bonnes startups avec qui j'accompagne pour aussi contribuer à combler le tech gap. Donc voilà, c'est les trois principaux. Après, on va retrouver plein d'enablers, hein, la blockchain, on peut retrouver l'IoT, et suivant les cas, ça peut être des plateformes majeures, mais globalement, sur notre portefeuille de répondants, c'est les trois qui sont ressortis. La robotique, c'est également... Ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'enjeux, de leviers peuvent répondre à plusieurs enjeux métiers. Typiquement, quand on prend le self-care que tu évoquais tout à l'heure, ça va répondre à la fois à un enjeu d'amélioration d'expérience client, mais également d'un enjeu de productivité sur les processus métiers. Voilà. Donc effectivement, là, tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a Luc qui, vers 15h, là, nous fera un tuto. Alors juste pour préciser, c'est un tuto sur comment organiser un lab au sein de son organisation avec un discours adapté vraiment aux ETI. Donc ça va être intéressant parce que quelque part, maintenant qu'on voit un peu les sujets mis en avant, la complexité, on voit intelligence artificielle, data management, open innovation, comment on s'y prend quoi, quelque part. C'est une difficulté, c'est un frein à la mise en place. C'est la question des compétences, de la capacité à faire. Faut-il le faire ou faire soi-même? C'est un petit peu le sujet du point suivant. Oui, alors tout à fait. Donc après ces plateformes, là, on a décrit un peu les sujets sur lesquels elles pouvaient être développées, ou en tout cas notre panel de répondants les développait. Et après la question, c'est comment elles fonctionnent. Comment, pour qu'elles soient efficaces, il ne s'agit pas d'investir et de ne pas avoir de résultats. Donc les entreprises sont préoccupées aussi par la valeur ajoutée effective de ces plateformes, comment elles fonctionnent dans des environnements qui sont parfois un peu silotés. Donc voilà, donc quelques points à retenir. Le mode agile, on en a beaucoup parlé, mais c'est une réalité, hein, c'est-à-dire que c'est une capacité effectivement à travailler avec des compétences différentes dans des localisations
identiques, rapprocher les équipes, resserrer les délais, piloter par les délais, pas par le produit, le résultat, les fonctionnalités produits. Pilotage par les délais, on dit dans 3 semaines, on doit sortir quelque chose. Quoi? Le mieux qu'on peut faire. Pilotage par les délais. On ne dit pas je veux sortir tel produit avec un cahier des charges de 300 pages et puis on se revoit dans 2 ans. Donc c'est des modes de fonctionnement. La localisation, donc il y en a un paquet comme ça, et ça ressort, je dirais, ça se diffuse beaucoup dans les entreprises. Et après, un deuxième point qui est assez important, notamment quand on a des entreprises qui sont de taille plus petite, c'est comment on fait pour avoir la masse critique et comment on fait pour avoir l'attractivité, parce que c'est des nouvelles compétences, si on veut attirer des data scientists, si on veut les faire vivre dans notre entreprise, si on veut, comment on fait. Donc là, il y a aussi un certain nombre de réponses qui ont été apportées. Il y a de la formation, il peut y avoir des transferts de compétences, on peut avoir des équipes qui sont pas exactement sur le savoir-faire, mais qui ont le passé, qui ont l'historique, qui ont les capacités donc il peut y avoir des enjeux de formation. Il peut y avoir du recrutement externe. Donc il peut y avoir, à ce moment-là, il faut développer une plateforme d'attractivité. Voilà. Et il y a pas mal de choses aussi autour des partenariats. Des partenariats avec des spécialistes du secteur qui peuvent vous offrir une plateforme en marque blanche. Et puis ça peut évoluer. Après, vous pouvez internaliser progressivement. Donc il y a pas mal de modes en fait qui sont possibles et qui sont utilisés en fait par les entreprises pour développer ce type de plateforme. Effectivement, donc là sont mis en avant des sujets qui permettent à l'entreprise d'être plus résiliente, d'accélérer son time to market, de répondre à la disruption un petit peu permanente. Et c'est ces nouveaux modes de fonctionnement qui sont mis en avant. Pour autant, il y a tout le reste de l'organisation quelque part en business as usual, quoi. Et c'est ça, comment, sur notre conclusion, en tout cas sur cette étude, c'est quelles sont les grandes fonctions de l'entreprise qui sont le plus impactées, voilà, par cette transformation digitale, et surtout, comment peut-on s'y prendre pour les engager, pour que quelque part personne ne reste sur le bord du chemin, mais que ce soit l'organisation dans son ensemble qui accélère vers ces nouveaux modes de fonctionnement. Oui, alors effectivement, c'est un aspect majeur de la transformation digitale. Et parfois, d'ailleurs, il y a des ambiguïtés, des incompréhensions. Quand on parle de transformation digitale, il y a la question de qu'est-ce que c'est que le digital. Donc on y a un petit peu répondu. Hein. On répond plutôt par les enablers, hein, le web, les apps, l'analytics, l'open innovation d'une certaine manière, l'IoT, tous ces enablers. Donc quand on parle de transformation digitale, c'est comment j'utilise ces leviers pour améliorer mon business. Mais en réalité, la transformation digitale, c'est aussi comment j'adapte. Une fois que j'ai fait ça, on disait tout à l'heure, hein, je développe un site e-commerce qui va cartonner. Ben, quel impact sur mon réseau commercial? Et là, on est sur des sujets très lourds, des sujets de transformation très lourds. On revient un peu sur le classique de la transformation. Il faut les anticiper. Il faut essayer de... Alors, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir du transversal pour former les gens, les sensibiliser au digital pour que les transformations se fassent plus facilement. Et puis après, on est sur des logiques de transformation classiques qu'on a pu connaître dans le passé. Alors, qu'est-ce qui est le plus impacté? L'IT. L'IT, en fait, là, on parle de plateformes qu'on développe peut-être dans un premier temps un petit peu à côté de l'IT, on va dire. Mais l'IT, en réalité, se transforme et doit se transformer parce que c'est lui le moteur de long terme du digital. Le digital, c'est de l'IT, au final. Alors, on peut accélérer les choses en faisant des choses un petit peu à côté. Mais l'IT, si vous voulez, souvent, il est développé un petit peu en silo. Vous avez votre applicatif avec les données, l'applicatif, vos users. Tout ça, c'est développé en vertical. Et ce que vous impose aujourd'hui la transformation digitale, c'est d'avoir, en fait, des couches horizontales. C'est d'avoir des frontaux qui sont eux-mêmes tous connectés à votre applicatif, c'est-à-dire votre site e-commerce, vos agences, votre customer care. Tous ces systèmes-là doivent taper dans le même applicatif et taper dans les mêmes données. Jusqu'à présent, ils sont développés un peu de manière verticale. Et en réalité, si vous continuez à les développer de manière verticale, vous n'avez pas les mêmes informations au niveau des clients. Et donc, ce n'est pas du tout ce qu'attend le client. Donc, le digital, c'est l'inverse, c'est d'avoir vraiment une expérience client qui est unique. Et ça vous impose progressivement de reconfigurer votre IT. Et donc ça, c'est une transformation majeure. La plupart des entreprises l'ont. C'est un chemin, on est plutôt sur un chemin de 5 ans, de plusieurs années. Voilà. Vous avez aussi les fonctions, là, évoquées marketing commercial, qui se transforment. Hein. Si vous développez, vous changez votre façon de vendre, vous avez... voilà. Et puis enfin, l'ensemble des fonctions,
qui sont impactés. Quand on fait du RPA, quand on fait de la productivité, il faut adapter ses processus, il faut changer. Donc, toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées. Ok, le temps est écoulé, donc merci Vincent.